vivre le meilleur match de ces finales NBA 2021. Oui, les Bucks se sont imposés et donc la série est à égalité de partout. Ça a été un match grandiose avec beaucoup de choses à dire. Beaucoup de mecs à féliciter, d'autres sur lesquels on va plutôt s'attarder sur les trucs un peu plus négatifs. En attendant, il y a un gros débrief à faire. On est tous les deux avec Erwan et avec vous en direct. C'est encore une belle nuit de NBA qu'on a vécue. On a vécu un super match, tu l'as dit, le meilleur match de ces séries, il y a 2 partout. Et ça me fait penser quand même à il y a quelques semaines ou quelques jours plutôt, allez, une dizaine de jours, on se disait ces finales, c'est peut-être pas celle qu'on attendait. Je sais pas si ces finales, on arrive à s'enthousiasmer. Le fait est qu'on est en train de vivre des super finales. Les Bucks sont revenus à 2-2 et la suite s'annonce très chaud. Maintenant, c'est une série au meilleur des 3. Absolument, au meilleur des 3. Ça va être très cool à suivre. Ce sera mercredi prochain. Mais avant de parler du match, petite annonce pour nos amis de Rivers, le dernier MOOC est sorti et il est consacré à Chicago, la franchise des Bulls, la ville de Chicago aussi, avec du Derrick Rose, du Michael Jordan en couverture. On est évidemment dedans avec Erwan. Il y a des interviews, des tonnes d'interviews. Il y a Joachim Noah notamment. La couve est comme d'habitude magnifique. C'est déjà le numéro 7. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai mise dans ma petite bibliothèque. Je me suis dit, c'est déjà le numéro 7. On peut même dire peut-être le numéro 8 parce qu'il y a un bis qui est sorti. Tu te souviens, ils avaient fait une réédition un petit peu plus complète du premier. Donc c'est, je crois, le 8e de mémoire plutôt. Tout à fait, c'est la 8e parution. Donc on embrasse fort les copains de Rivers. Puis si vous voulez vous le procurer, ça se passe sur le site Basket Session. Voilà pour ça. Revenons donc à notre match. On va essayer de débriefer tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai envie, en fait, d'habitude on commence par le début de match et le déroulé. Moi j'ai envie qu'on aille directement dans le vif du sujet, qu'on aille dans ce money time irrespirable, parce que ça a été clairement 12 minutes totalement irrespirables où on sentait que forcément celui qui gagnait allait soit revenir dans la série, soit prendre le large. Je parle des Phoenix Suns. Il s'est passé beaucoup de choses. La première chose que tu retiens, Erwan, sur cette fin de match, c'est quoi? C'est la guerre de tranchées qu'a été ce match où il y a quasiment plus de spacing. Ça a été un vrai combat, une vraie lutte. Et on sait que dans ces luttes-là, dans ces combats de tranchées, les Bucks ont souvent l'avantage. Il n'empêche que s'il y avait un money time, on en parlait pendant le match, si money time il y avait, on s'est dit les Suns jouent mieux au basket pour mieux gérer les money time. Or, ça n'a pas été du tout le cas. Et forcément, il y a un mec sur qui on va tirer au bazooka, c'est Chris Paul qui a été en dessous de tout, du début à la fin surtout. Absolument, Chris Paul cristallise beaucoup de choses. On vous lit dans le chat, on est évidemment en direct, vous le savez. On va prendre un maximum de commentaires. Il y a plein de choses qui reviennent. On se pose la question, est-ce que c'était un super match? Oui, on a vécu un super match dans l'émotion. J'ai vu un commentaire qui disait que pour lui, il n'a pas kiffé le match parce que tactiquement et techniquement, il y a plein de choses qui ont été ratées et je te rejoins complètement. Tactiquement, on a vu une équipe des Bucks proposer un basket simple, j'ai envie de te dire, qui marche à la muerte, comme on aime dire. À la truelle. À la truelle, absolument. Faut pas prendre une truelle dans le pied, ça va faire mal. Hein. En général, derrière, tu marches qu'à un pied pendant toute ta vie. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai quand même la sensation qu'on a vécu ce match-là où les deux équipes avaient la peur de perdre en fait dans cette fin de match et que heureusement qu'il y a deux mecs qui sont complètement sublimés. Alors je mets un peu Giannis de côté, mais heureusement qu'il y a Booker qui fait un match extraordinaire. Heureusement que tu as Middleton qui porte littéralement son équipe malgré un pourcentage, un volume de tir élevé, mais ça fait partie parfois du jeu. Voilà, moi, c'est ce que je retiens dans ce match-là. Là, c'est pas le basket qui a gagné. C'est le mental, c'est d'autres valeurs, c'est qui va tenir le plus longtemps, la résilience, la résistance, ce genre de choses. Pourtant, sur 3 quarts temps, moi j'ai encore vu, comme souvent dans ces finales, une équipe mieux jouer au basket que l'autre. Ça c'est clair. C'est les Phoenix Suns. Maintenant, la peur de gagner, chez certains peut-être, chez d'autres pas du tout. J'ai vu notamment des bonnes choses chez les petits. J'ai vu un Cameron Payne très bon, qui n'avait pas peur de gagner. J'ai vu un Cam Johnson qui n'avait pas peur de gagner. Celui qui perd dans tes gars. Ouais, non mais c'est ça, tu vois. Donc, et j'ai vu un tweet de Skip Bayless qui dit les Suns se sont vendangés un match qu'ils auraient dû gagner. Ça, c'est clair. Ils lâchent 17 rebonds offensifs. On sait que dans la bataille du rebond, c'est un petit peu dur. Ils perdent 17 ballons. Et c'est pour moi là la clé de ce match-là. Ils perdent 17 gonfles. Et c'est beaucoup trop. Et souvent des ballons en plus qu'on donnait des lay-ups derrière. Reprenons vite fait le déroulé du match. Donc, en fait, ce match commence très bien pour les Suns. Ils mènent rapidement 10-4. Avec, dès le premier tir de Devin Booker, on a cette sensation que contrairement au match 3, il est dans son game, il est dans son rythme. C'est un petit tir à mi-distance dont il a le secret. Et en fait, les Suns jouent bien au basket. Et voilà, il y a un petit écart qui se creuse dès le début. Le premier ballon que touche Booker dans le match 3, il fait un truc de resta.
Il est contesté par PJ Tucker, il n'y a pas faute, il fait une pseudo-feinte, il prend un tir casse-croûte, il se retourne vers l'arbitre, il ne replie pas. Voilà le début du match 3 de Devin Booker. Il marque 10 points sur ce match-là. Ouais. Le début du match 4 de Devin Booker, il est contesté dans l'écran, il arrive, boum, il sort d'un écran, il attrape, il dribble, bam, il shoot, il met dedans, il est stoïque. Il met 40. Alors, c'est facile de dire ça comme ça, mais les attitudes à très haut niveau comptent. Et les attitudes de Devin Booker, clairement, sur match 3, raté, il a dû le revoir, il a dû le ruminer, il est arrivé avec d'autres attitudes. On peut parler de ses 40 points, j'ai été aussi bluffé par sa défense. Ça lui a coûté un peu cher, il a été en foul trouble, on va y revenir. Ce qui a peut-être aussi un peu peut-être coûté le match aux Suns, mais en tout cas, c'est une variante avec le recul qui peut dire qu'a fait basculer un peu le match, mais sa défense aussi m'a impressionné. Il a été fort des deux côtés du terrain. C'est vrai qu'il s'est battu dans la progression de Devin Booker, dans le joueur Devin Booker. La défense, c'est quelque chose qui a mis du temps à s'installer. Après, t'es en finale NBA, si tu défends pas là, au bout d'un moment, c'est que t'es pas un vrai joueur de basket. Lui, c'est un vrai joueur de basket. Et c'est vrai que défensivement, on l'a vu répondre en fait au combat tout simplement. Il avait même envie d'y mettre. Ouais, parfois il a envie d'y aller. En tout cas, on continue dans ce match-là et très rapidement, on se rend compte que Middleton est le go-to guy côté Bucks, alors que Giannis sort de 2 matchs à 40 points, alors que Giannis est ultra dominant sur du post-up et sur de l'isolation. C'est Middleton qui dès le début enchaîne les tirs. Il est rapidement à 3-8 en 8 minutes et il est déjà à 3-8 au tir. Alors, encore une fois, il gagne ce soir, et tant mieux pour la série, tant mieux pour le suspense. Mais encore une fois, le début de match des Bucks, je ne comprends pas le game plan. Je ne comprends pas. Il martyrise au match 3 les Suns à l'intérieur en provoquant des fautes sur DeAndre Ayton. Avec notamment Giannis Antetokounmpo sur du post-up qu'on aura très peu vu ce soir dans cette situation de post-up où il était dominant. Et il commence, Giannis prend son premier tir à 6 minutes 05. Ouais. Et surtout, on ne va pas du tout, encore une fois, cibler DeAndre Ayton pour essayer de lui provoquer des fautes, parce que, alors qu'on a vu que 3 jours auparavant, c'était une tactique qui marchait et qui causait énormément de problèmes. Et donc au début, moi, je les vois bousculés par les Suns, qui jouent beaucoup mieux au basket. On est loin d'être encore entré dans un match de combat de muerte, mais je me dis, c'est à ce jeu-là, ils vont se le perdre s'ils continuent à vouloir jouer à la baballe, et que c'est Middleton qui va rentrer dans son duel. Et très vite, on va se retrouver dans un duel très tôt dans le match entre Middleton et Booker. Et à ce jeu-là, je me suis dit, c'est les Suns qui vont le prendre s'ils continuent à faire ça. Est-ce que vous comprenez, vous, dans le chat, les gars, eh bien, cette non-tactique, en fait, des Bucks qui ne consiste vraiment pas à attaquer Ayton. T'as raison, si tu sors Ayton du match, honnêtement, les Bucks redeviennent une meilleure équipe de basket direct. T'obliges Monty Williams à coacher comme il n'a pas envie. À sortir Frank Kaminsky, voilà. Donc t'es dans la merde. Tu peux le dire. Et tu l'obliges à coacher comme il n'a pas envie de coacher, en tout cas à le pousser dans des retranchements. Or, moi, je vois la fin du premier quart-temps. Donc, Giannis a pris 2 ou 3 tirs. Simplement, ils sont à 2 sur 10 à 3 points. Donc, on n'est pas du tout dans le game plan. On se dit, le match 3, on les a martyrisés à l'intérieur. Commençons le match en les martyrisant à l'intérieur et en provoquant des fautes sur DeAndre Ayton. Au contraire, ils sont un peu trop là. Beaucoup de mid-range et même à 3 points. 10 tirs à 3 points d'un quart-temps, c'est quand même important. Donc, heureusement que Middleton a un peu d'adresse pour que finalement, à la fin du premier quart, il n'y ait que 3 points d'avance pour Phoenix. On avance dans le match. On se rend compte donc que Devin Booker est dans un grand soir. Il est rapidement à 20 points, 8 sur 15 au tir. Middleton porte les Bucks. T'arrives à la mi-temps, donc à 52-52. Et l'énorme stat de ce match, c'est qu'il n'y a pas d'adresse. Tu as une équipe, donc les Bucks, qui sont à 3 sur 16 à la mi-temps à 3 points. Et tu as les Suns qui sont à 4 sur 13. Tu le sens que tout est densifié dans la raquette. Il y a tous les joueurs qui sont dans la raquette et qu'il y a très peu d'adresse, donc il n'y a aucun spacing. Et ce qui te permet normalement d'espérer développer un jeu intéressant en NBA, c'est évidemment l'adresse. Et c'est pour ça qu'on a eu cette sensation que, en fait, il y avait peu de jeux évolués, développés dans ce match. En fait, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où Middleton et Booker vont être très très forts, vont monter en régime, au fur et à mesure, la qualité collective du basket des deux équipes va descendre en gamme. Pas d'adresse, pas de spacing. Tu joues pas bien au basket. Par contre, et c'est aussi l'enjeu qui fait ça, on a vécu un match incroyable, parce qu'il y avait une tension incroyable et chaque panier, on a crié, que ce soit pour Middleton ou pour Booker, ou pour des décisions arbitrales scandaleuses, on va y revenir aussi, c'est un match dans lequel on a crié. Donc l'enjeu a pris le pas sur la qualité du jeu, et c'est juste deux mecs qui ont fait un énorme mano à mano. Il y a eu aussi de belles actions défensives. Il y a eu de belles actions défensives, absolument. Devin Booker prend le feu à un moment donné, où tous les ballons qu'il touche, il marque.
avec des pourcentages complètement fous. Il arrive donc à 38 points à la fin du troisième quart-temps. C'est un record depuis sur les 25 dernières saisons. Seul Steph Curry en 2019, on se souvient contre les Raptors où tout le monde était blessé, il met 40 en trois quarts-temps. Et Allen Iverson en 2001, le fabuleux match d'Allen Iverson, où il met 38 lui aussi. Il y a cette autre stat qui est sortie pendant le match. On le savait au début de la série, mais en tout cas ça a été confirmé. Devin Booker lâche une performance historique lors de cette campagne de playoff, sa première campagne de playoff. Il devient le meilleur marqueur sur une première campagne de playoff. Ça confirme juste que le mec est trop fort, hein, voilà. Oui, tout simplement. Il y a des moments où vraiment il ressemblait à Kobe. Moi, le fade away sur Drew Holiday, ça c'est des trucs de Kobe à mi-distance. Sur Pat Connaughton, sur PJ Tucker. Bien sûr, mais il y en a un vraiment, celui à droite, qui est dur de ouf. Il joue des épaules et tout là. Attends, ça c'est on y reviendra après dans les tops, mais mettre 42 avec la défense qu'il a pris toute la soirée sur la gueule, c'est une énorme prestation. Il fait 7 sur 7 au troisième quart-temps, nous dit Patato. Donc, et on le sent qu'il est sur un nuage. Et pourtant, il n'y a pas d'écart. Non, il n'y a pas d'écart parce que dès la mi-temps, on se dit. Moi, j'ai envoyé un petit tweet en disant je ne sais pas ce qui se passe. J'ai rarement vu Chris Paul aussi peu inspiré. On est à la mi-temps. Hein. Je me dis, bon, ça va pas durer. Le mec a trop d'expérience. Mais déjà, on sentait des petites bribes, des balles perdues, des balles en touche, des balles rendues dans les mains directement, des dribbles. Qu'est-ce qu'il a galéré sur son dribble ce soir. Comme s'il avait... Ouais, on aurait dit moi qui me joue un pick and roll. Il avait vraiment... On a tout de suite senti quelques prémices d'un vrai struggle. 5 ballons perdus pour Chris Paul, c'est énorme, dont certains qui sont terribles en fin de match. Il n'a pas pesé sur le match, en tout cas pas du bon côté de la balance pour son équipe. Le souci de Chris Paul, c'est que c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe, il n'y a aucun doute. Ok, tu as Devin Booker qui est sur un nuage et qui n'a pas besoin de Chris Paul sur ses actions à lui. C'est vrai que Chris Paul, c'est un général et que Chris Paul, par sa passe et par son leadership et sa science du jeu et sa vista, et il doit peser sur les matchs. Et là, c'est tout l'inverse qu'on a vu. Parce que avant de parler de la fin du match, c'est vrai qu'on a cette sensation qu'il n'est pas souverain sur son propre jeu. Alors, ça se voit pas trop sur sa tête, à part à la fin du match, mais tu vois qu'il est... Il est pas dans son rythme, et ce type de joueur-là doit être dans son rythme. Mais tu peux faire exactement la même lecture à Drew Holiday ce soir. Les deux se donnent en défense, tu le sens qu'ils sont à fond. Drew Holiday, on voit que lui en défense, enfin que lui et Giannis quand même. Mais tu sens qu'en fait, peut-être qu'il se donne trop sur d'autres phases du jeu et qu'il n'arrive pas à performer en attaque. En tout cas pour Drew Holiday sur ce match-là, qui finit à 4 sur 20 quand même. Alors ça peut peut-être marcher sur Drew Holiday parce que honnêtement, ce qu'il fait à 4 sur 20 au tir, on dirait moi au bac la première année où je l'ai passé. Moi je le vois, il passe dans tous les écrans, ceux qui vont remater le match, regardez off-ball ce qu'il fait sur Devin Booker, le jus qu'il y laisse. En plus de ça, il se met des pressions tout terrain sur Chris Paul aussi, donc il est cata en attaque et Tom Servino nous le disait, c'est pas le premier match quand même où il passe à travers l'attaque. Mais je trouve quand même que défensivement, il arrive à... Alors ce soir, il morphe beaucoup, mais good D, better offense. Moi, le problème de Chris Paul, pour moi, c'est pas du tout le même. Moi, Chris Paul, on va pas m'expliquer que ce soir, il défend trop fort, donc en attaque, il est pas... Moi, il fait des trucs de mec, de jambes flagaudantes, jambes... J'ai un peu la pression. Alors, j'ai eu la même sensation avec DeAndre Ayton sur la fin du match, mais je le comprends plus pour DeAndre Ayton que pour Chris Paul. Chris Paul, j'ai vu un rookie, j'ai vu Eric Snow. J'ai vu Eric Snow monter par des séquences, monter la balle à Booker et aller se planquer. Non, mais gros, Chris Paul, c'est pas toi. Ça peut pas être ça. Avec ton expérience, la série l'aventure de playoffs que tu fais sur cette saison, là, j'ai pas compris. Et le dernier ballon, c'est mal lu, c'est mal joué, c'est cata. Il a joué à l'envers du début à la fin. Je pense qu'il est pas dans un bon soir, ça y a aucun doute. Oui, mais il nous a habitués à être très fort dans les fins de match. Je pense quand même que, et c'est peut-être la première fois, que l'impact de Drew Holiday est réel. En fait, c'est que, tu vois, souvent on dit, oui, c'est un super défenseur, oui. Là, aujourd'hui, c'est peut-être la première fois où Chris Paul se fait éteindre par un mec. Mais Tom, tu vois ce que je veux dire? Moi, que Chris Paul marque que 10 points, qu'il fasse que... Mais ça n'a rien à voir avec les stats. Tu vois, voilà, est-ce qu'à un moment donné... C'est pas ça, les stats. Tu peux aussi être dans un mauvais soir, mais mettre la balle là où il faut. Absolument. Tu vois, genre, mettre un peu... Ça n'a jamais été le cas ce soir. Et ça, c'est sa qualité. Point God et tout, c'est sa qualité numéro 1. C'est même pas sa qualité numéro 1, c'est même pas d'être... Il est meilleur. Il joue plus juste que ce qu'il est bon passeur, tu vois. Sa qualité première de joueur, c'est de mettre la balle où il faut. À un moment donné, quand Booker est sur le banc, il y a DeAndre Ayton qui fait des post-up, qui a des avantages de taille sur du post-up, sur des plus petits que lui. Il le regarde.
Alors, il met la balle à l'opposé. quand Devin Booker sort pour sa 4e ou sa 5e faute, il met 4 ou 6 points d'affilée. Oui, avec toi, avec non, trois, non, avec- il les met. Non, ça marche pas comme ça. Arrête. Frère, arrête un Il peu. les met. Non. Il met une filoche. Attends, il les met. Il les met. Donc moi j'ai la sensation qu'à ce moment-là, je me dis il est rentré dans son match. Oui. Il est rentré dans son match. Sauf que derrière, c'est une catastrophe. Allons sur le problème des fautes de Devin Booker parce que c'est clairement l'un des grands moments de ce 3e quart où on sait qu'il a 3 fautes au début du 3e. Il prend une 4e. Là, on se dit, oulala, Monty Williams le sort et le fait rentrer très rapidement. Il reste 6 minutes. 6 minutes dans le 3e quart. Il sort pour 4 fautes et il le fait rentrer 2 minutes plus tard. À la fin, ouais. Il le fait 2 rentrer. minutes plus tard. Il prend ce risque-là. C'est un risque qui a payé, qui a été plutôt bon. Et ensuite, il le remet dès le début du 4e. Et là, Alors qu'il a 5 fautes. alors qu'il a 5 fautes. Non, il prend sa faute un peu plus tard. Ouais. Et oui, il prend 5e plus tard. Il a 4 fautes. Il le remet début du 4e d'entrée. C'est un peu gourmand et il va le payer, mais il va le payer par l'inexpérience aussi de Devin Booker. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Bucks, quand Devin Booker a 4 fautes, il n'est pas ciblé. Il n'est pas ciblé. Mais Non. toutes ces C'est finales, fou, ça. moi j'ai vraiment du mal. Toutes ces finales, que ça soit DeAndre Ayton, que ça soit sur Booker ce soir-là, jamais ils vont cibler les mecs. Jamais. Ils continuent leur C'est-à-dire système. que pour eux, habituel. Pour eux, Ah ouais. un mec important d'en face, le nombre de fautes qu'il a ne rentre pas en ligne de compte. Ils ont une ligne. Booker C'est a pas 5 fautes. Non, on va pas le jouer, on va pas l'isoler, on va pas le poster, Ouais, on va pas l'attaquer. Pour moi, c'est incompréhensible. Bon, ce soir, ils s'en sortent bien, tant mieux. Mais comme pour reprendre le commentaire de tout à l'heure sur Twitch, c'est quand même pas le basket le plus réfléchi qu'on ait vu de l'histoire des finales NBA. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, vous avez raison pour pas être tactiquement. Bud, moi, me déçoit ce soir. Mais il n'empêche qu'on a Devin Booker qui est sur le terrain, qui a 5 fautes, et ça dure, je sais pas, 5 minutes. Et il y a un enchaînement d'actions où Devin Booker prend pas sa 6e, mais la faute sur Jrue Holiday, elle est tellement énorme. Alors, ok, Yanis derrière met un lay-up et tout, c'est un peu le bordel. Bah, d'ailleurs, elle est juste là en photo, là. Mais comment on peut pas siffler faute? Et qu'est-ce qu'ils foutent, les arbitres, putain? Mais c'est qu'alors, je vois le truc de prime à la star, mais au bout d'un moment, là, c'est une finale NBA. Là, t'as quand même un mec qui attrape le ventre, enfin, je sais pas comment dire, la taille de Jrue Holiday. Bon, Après, il sauve un peu sur voilà, le il bras. trempe un peu sur- Bon, Il y a les faute, fautes, voilà, cinquième, il y a faute. n'oublions pas que cette action arrive là parce que Chris Paul perd une balle. perd un ballon sur un pick and roll. Donc Chris Paul, il aurait pu faire perdre de balle et provoquer la 6e de Devin Booker derrière. Mais au bout d'un moment là, moi je suis pour que les joueurs décident d'un sort d'un match. Bon là, au bout d'un moment, si tu simules pas, tu ne respectes plus le jeu. Il a fait 8 fautes dans le match. Oui, et en fait, après, tu perds toute forme de crédibilité. À partir du moment où cette faute-là n'est pas sifflée, eh ben, on est tous devant nos écrans et je pense qu'on a tous eu la même réaction. Et j'aimerais que tu prennes des trucs dans le chat en disant, bon, mais en fait, c'est plus du basket. On respecte plus le sport. Alors, je sais que sur les marchés, sur les primes à la star, ils aiment bien, mais là, il faut un minimum respecter le sport. Il y avait une faute grossière, c'est la 6e de Booker. Eh ben, c'était le momentum de ce match-là. Bah, là, je regarde un peu les commentaires. De toute façon, on est tous d'accord pour dire que l'arbitrage est catastrophique. On les verra de toute façon dans les flops, nos amis les arbitres. Mais là où je te rejoins, c'est que Devin Booker a 5 fautes. Je suis d'accord pour que on essaie inconsciemment de le laisser sur le terrain. Ça nous arrange tous, hein, nous qui regardons. Je préfère voir une finale NBA avec Devin Booker sur le terrain, surtout quand il est à 40, plutôt que sur le banc. Ça nous paraît tous évident. Maintenant, il y a quand même cette idée que lui doit être plus intelligent. Et moi, ça, c'est quand on parle de l'expérience, quand on parle de ce genre de maturité, et pourtant c'est l'équipe archi mature, moi qui me surprend toujours un peu plus. Moi, Devin Booker, qu'il a eu contre, je trouve que c'est le truc le plus con que j'ai jamais vu. Ah bah oui, T'es ta 5e faute, il y a Jrue Holiday qui a 2 mètres d'avance sur toi, passe direct, lay-up. En plus, il y a plus 3 à ce moment-là. Ouais. Donc lay-up, il y a un point d'écart, on continue. Là, tu prends le risque de sortir. Inexpérience Kata. Mais même ça, on peut revenir bien avant. Sa 5e, quand il va mettre un énorme coup d'épaule sur Tucker, c'est une... Mais gros mec, à 4 fautes, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Tu peux pas Il faut que tout soit clean. Voilà. À un moment, il a 5 fautes, il va au rebond un peu. Il va sur un rebond offensif. Il faut plus qu'on le voit en fait là. Il rate un tir, il saute au rebond offensif. Et aussi, alors tant mieux, tu vois, je comprends le. Oui, mais non. Je comprends, mais en fait là, t'es dans un moment, dans les grands moments de sport. En fait, tout doit être très calculé. Et c'est là où c'est le plus difficile. Hein. On est là à Levallois, en train d'en discuter. On transpire pas, c'est clair. Mais il n'empêche que c'est les meilleurs joueurs du monde, donc ils doivent être capables d'avoir un peu de recul sur ce qu'ils font. Et la faute, là, franchement, il prend sa 6e. Moi, t'es Monty Williams, tu lui fais gros. Là, tu fais une dinguerie. Mais c'est aussi à Chris Paul de le dire. Sauf que Chris Paul, il a perdu la balle d'avant. Donc je pense que dans ces moments-là, tu peux plus rien dire à personne. Enfin bref. On est toujours dans le money time et il y a l'une des meilleures actions, enfin peut-être
la plus grande action de ces finales NBA. Et on m'a posé la question tout à l'heure sur Twitter ou dans le chat pour savoir laquelle de ces deux actions vous préfériez. Je parle évidemment du compte de Giannis sur un pick and roll entre Booker et DeAndre Ayton. Booker lance la balle à une main comme ça. Ayton va prendre en 2 pieds 2 mains. Et là, Giannis, il te sort un contre. Ça, c'est un contre qui va rester très longtemps. Très longtemps. Il a déjà mis un super compte, là, c'était au match 1 qui ressemblait à LeBron. Et on me posait la question, quel était le plus difficile à réaliser entre celui de LeBron en finale ou celui-ci? C'est très dur. C'est très dur, évidemment. C'est très dur de dire. Là, tu as quand même un grand tonton qui a la balle à 2 mains, on reviendra sur DeAndre Ayton, mais qui va un peu gentiment, pour moi, à mon goût, quand tu as un tonton comme ça, que tu as les 2 avant-bras au-dessus du cercle, c'est faute, panier ou les 2, mais jamais tu peux prendre une planche comme tu as prise. Mais lui aussi, il a été pris, je pense, dans ce 4e quart-temps. Il est redevenu le DeAndre Ayton soft qu'on a pu connaître quand il était plus jeune. Mais là, le Giannis, défensivement, là-dessus, c'est un contre, certes, mais c'est un contre qui, derrière, te donne une position pour passer devant. Et il est fantastique. Le recovery, comme on dit, il est magnifique. Le timing est parfait, la lecture est parfaite. Non, mais c'est des actions. Il n'a pas été meilleur défenseur de l'année pour rien. Ah bah là, clairement, il le prouve sur cette action, mais globalement sur le match, il a énormément pesé. C'est vrai qu'on a très peu parlé de Giannis. On a parlé de Middleton qui a porté l'équipe. Giannis a fait un énorme match. Il a subi un maximum de prises à 2 et de prises à 3. C'est-à-dire que sur les deux matchs précédents, il met 40, mais il y a très peu d'aide. Finalement, il joue ses 1 contre 1, il domine, il n'y a rien à dire. Là, on lui a proposé un optique de défense. Il finit à 26 points avec un très bon pourcentage, 14 rebonds, 2 blocs. Et le bloc du match d'ailleurs. Il était très intelligent. C'est lui qui, dès qu'à un moment, Pat Connaughton a été très important toujours dans ce match-là. C'est le seul mec qui est capable de mettre un tir. Bon, il y a Middleton, et après, il n'y a pas de Connaughton. Après, il n'y a plus rien. Hein. Portis au début. Ouais, il a mis un truc, ça c'était à l'échauffement, ça compte même plus. Mais c'est les seuls qui ont ce supplément d'âme, ce truc ils sont capables de, et ça part de Giannis, qui a joué les lectures, qui a été très bon pour ses coéquipiers, et puis qui s'est battu. Il y avait tellement de monde dans la raquette. Et qui a été bien défendu par DeAndre Ayton. DeAndre Ayton l'a très bien défendu. Qui l'a beaucoup joué en face-up. Après, au rebond, il est d'une présence. Et puis je te dis, des fois, c'est pas toujours beau à voir quand il rate des lancers, quand il fait airball à 3 points. Mais il y a cette action aussi où il force, il jette la balle contre la planche. On sait que par moment, il force, il veut faire la différence par lui-même. Mais sur la durée, il te roule dessus. Il te roule dessus et on l'a senti. Et des 2 côtés du terrain, il a fait vraiment les grosses œuvres pour moi aujourd'hui. Il a fait le sale boulot. Et en plus, il a vu que Middleton était dans un grand soir et il lui a dit, vas-y, prends les gros tirs qu'il faut. Moi, par contre, je m'occupe du gros œuvre. Et ça aussi, ça a été très intelligent de sa part. Alors oui, des fois, on le voit forcer, on va faire des trucs, c'est pas toujours très élégant. Mais le match de Muerte qu'il fait ce soir, c'est lui aussi qui fait la bascule. De toute manière, il nous conquit là pendant les finales, honnêtement. Il n'y a absolument rien à dire. Les stats sont fantastiques, mais dans l'impact visuel, il est monstrueux des 2 côtés du terrain. Parce qu'on parle, finalement, tu vois, quand on fait les débriefs et tout, on parle pas trop de sa défense, mais défensivement, il est incroyable. Brook Lopez joue pas. Mais lui, en tout cas, il est toujours à un standard top niveau, même si je continue à croire qu'il n'y a personne en face qui peut s'opposer à lui. En même temps, il n'y a pas grand monde en NBA qui peut DeAndre Ayton ne fait pas trop mal. DeAndre Ayton arrive, mais parce que c'est de contenir. Heureusement que tu as un pivot en face, parce que sinon, c'est Jack Roder. Jack Roder, il est trop petit et il galère. Pourtant, les mecs se donnent à fond. Et j'ai cette action en tête quand même où vraiment, je trouve qu'il est archi représentatif de ce match. C'est qu'à un moment, Giannis se retrouve sous le cercle à dribbler et tu as 3 mecs qui sont là des Suns. Et Michael Bridges, il se fait contrer par Bridges, je crois, ouais. Crowder, je crois. Non, par Bridges. Par Bridges sur le côté. Et vraiment, ça, c'est l'image du match. C'est que tout est concentré sous l'arceau, tout est dur. Si tu veux marquer un panier, il faudra que tu sois très fort. Et donc c'est pour ça qu'il faut donner beaucoup de crédit. Ce soir, pour les distanciations sociales, il faudra repasser, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est clair. Qu'est-ce que tu vois d'autre à raconter sur ce match, parce qu'on est dans le Money Time et qu'on peut, si tu veux, parler de cette paire de balles fantastique de Chris Paul qui clôt, même si le match est encore serré, ils ont encore une chance. Le dribble croisé derrière, qu'est-ce que c'est les 2 dernières minutes du match? J'ai adoré Cam Johnson dans ce début de 4e quart-temps, notamment, qui met 7 points d'affilée, qui met une belle filoche, qui met un beau tir à mi-distance aussi. J'ai bien aimé, j'aime quand les jeunes comme ça répondent présent, le flegme, pas peur de gagner. Donc ça, c'est rassurant quelque part aussi peut-être pour la suite côté Suns. Après je déplore, et c'est que les Suns, avec un Booker dans cet état-là, avec Cameron Payne qui est dans un bon soir, avec un mec comme Chris Paul qui est un général, se soient embarqués dans cette fin de match-là de combat, où à la fin c'est devenu que du combat. On l'a vu dans le match, il y a eu quelques séquences de basket où on a vu que cette équipe-là, fondamentalement, joue mieux au basket
que les Bucks. Malheureusement, le basket, si c'était si simple que ça, de mieux jouer, ça serait plus simple. Je trouve que j'ai été surpris, et pas de la bonne manière, de comment les Suns se sont fait aspirer dans ce combat un petit peu, mais ils ont été, certains joueurs clés, Ayton et Chris Paul, quelque part, ont été pris par l'événement. Pour moi, la lecture, elle est vachement simple. Ils le perdent déjà 33-21, dernier quart-temps, les Suns. On a vu cette stat-là de Tom qui était top. Middleton met 10 points dans le dernier quart, enfin dans les 2 dernières minutes, pardon, alors que les Suns n'en mettent que 4. Middleton a été serein, a été précis et a pris tous les tirs comme il aime les prendre, un peu en mouvement, à mi-distance, et il a marqué. En revanche, en face, les Suns n'ont jamais été en capacité de prendre les tirs habituels de fin de match. Les tirs habituels de fin de match, c'est Devin Booker, du post-up, de l'ISO, du 1 contre 1, du pick and roll. Ils l'ont pas fait en fin de match parce qu'ils se faisaient démonter défensivement. Et l'autre mec qui est incroyable là-dedans, c'est de l'isolation et du pick and roll, c'est Chris Paul. Si tu n'as ni Chris Paul ni Devin Booker qui te met un panier, parce que les Suns à un moment donné mettent que les lancers. Jay Crowder met ses lancers avec la faute à 3 points, puis Tucker est frustré, il y a des lancers par-ci par-là, t'as un petit tir de Devin Booker, mais sinon il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sous pick and roll. Il y a le contre. Il y a le tir avec la planche de Booker. Et là, c'est là. Il n'y a rien, ils ne font plus rien. Ils se font bouffer. Et c'est là où à un moment donné, même Monty Williams prend temps mort. Ouais. Et je me dis, au sorti temps mort, il va remettre un truc en place. C'est trop le bordel, cette équipe-là. On la suit maintenant depuis 2 mois dans ces playoffs. Et on sait qu'ils en ont vécu des money time. Monty Williams sort du temps mort. T'as Booker, Chris Paul sur le terrain. Il va mettre un truc en place. Il va y avoir un quart de terrain pour jouer à pick and roll. Ça va décanter des choses. Et pas du tout. D'ailleurs, à un moment donné, Chris Paul, dans la dernière perte de balle qui coûte le match, je pense qu'il va prendre temps mort. Il prend pas temps mort. Il se précipite pour jouer ce pick and roll où il veut splitter. Derrière, il y a panier raté des Bucks, rebond offensif de Drew Holiday. Donc, moi, je pense qu'ils sont fait bouffer. Physiquement, défensivement. À la fin de match, il y a un vrai écart. Il n'y avait plus d'oxygène dans le cerveau, j'ai l'impression. Et ça, c'est une sensation que moi j'ai eue vraiment pendant toute la fin du match, c'est qu'il y avait très peu de mecs lucides sur le terrain. Les seuls mecs lucides que j'ai vus, c'est Chris Middleton en attaque, Giannis en défense. Côté Suns, je pense qu'ils étaient tous... ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Il y avait, je pense, à l'image de Chris Paul. Moi, je pense que c'est pas physiquement pour moi. C'est vraiment l'enjeu qui, à un moment donné... Moi, ta lucidité, elle peut être physique parce que t'as trop couru ou parce que l'événement est trop. Il n'empêche. Mais ta lucidité, elle n'est plus là. Elle n'existe plus. Je te rejoins complètement. Je te dis juste que pour moi, la lucidité, elle était plus par rapport à l'enjeu. Parce que les Suns, s'ils gagnent, c'est 3-1, tu retournes à. Ils se sont vus quelque part. Ils se sont dit, oula, mais attends, là. Parce que ce match-là, faut pas se mentir. Il est dominé par les Suns pendant 3 quarts temps, quasiment. Clairement. Il est dominé par les Suns pendant 3 quarts temps. Et le 4e quart-temps, pour moi, c'est une bascule. Chris Paul, jambes en coton, et DeAndre Ayton. Les fautes. Moi, pourquoi je sais pas. C'est moi, je sais que tu fais une fixette sur DeAndre Ayton. Pour moi, il fait un énorme match. Il a quelques ballons au début du match. Zéro de le reste du temps. Zéro. Il est incroyable en défense. Et surtout, c'est le seul qui prend des rebonds. Côté Suns. C'est le seul qui a ce profil aussi. C'est marrant. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça. Non, parce qu'il domine, en fait. Défensivement, il domine. Mais j'ai pas envie de... Attends, je lui jette pas la pierre. Je te dis juste que j'ai vu à un moment donné un mec, pendant tous ces playoffs et ce début des finales, et là, d'un coup, j'ai vu le body language, j'ai vu un mec, quand il compte Portis, là, ça lui fait du bien, il hurle, il crie, parce qu'il sait qu'il a plus les jambes, il sait que quand il a les ballons, ça, j'adore voir ça, parce que ça veut dire que tu vis des grands moments. Mais moi, oui, ça, tu peux me dire ce que tu veux. Moi, le alley-oop qu'il met, alors oui, le contre Giannis, il est énorme, gros, il doit la mettre là, il doit tout arracher. Mais non, ça marche pas comme ça, il est pas tout seul. Bon, d'accord, ça marche jamais comme ça, c'est ce que je dis alors. Moi, je dis que ça marche comme ça. Quand tu fais 2-13 et que t'as un alley-hoop, ou pas, ton truc, je l'ai vu quand il a les 2 rebonds, il y a une action, il a 2 rebonds off dans les mains, hop, il en perd un, et il revient des mains, hop, il a repère, j'ai revu, et c'est normal dans ces grands moments-là. Ils se sont fait bouffer. Oui. En fait, c'est pour ça que je te dis que tu fais une fixette sur DeAndre Ayton. Moi, je dis qu'ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait bouffer. Évidemment, quand t'as 2 ballons, sur une même action, t'as 2 ballons dans les mains, on te les enlève des mains, tu retombes dans tes travers de plus jeune. C'est comme si tu me disais que sur les 60 actions, les 60 possessions du match, tu m'en sors une. Moi, je vois tous les autres rebonds qu'il a pris au même moment. Moi, je te parle de quand le match est chaud, le money time dans les 5 dernières minutes. Mais je te parle du même match, et dans le même moment où il prend des rebonds, il fait. Tu me parles du contre comme si c'était un échappatoire
victoire. Moi, je te dis que cette action, elle est incroyable. Il met un contre. Tu vois, la lecture est juste différente. Elle est Il est différente. tout seul, il est à poil. Hein. Il est tout seul, gros. Dans sa raquette, il est tout seul. Oui, mais moi, Après, il y a que des nains. Ils sont tous petits comme ça. j'ai vu d'autres matchs de playoff où il était tout seul comme ça et ça marchait très bien. Et parce qu'en attaque, il y avait des mecs qui s'occupaient de la chanson et que sur une bonne passe, il va mettre son truc et on dirait qu'il moi, j'ai même pas envie de lui tomber dessus. J'ai juste vu. C'est ce que tu fais. Mais non, j'ai juste vu. Attends, évidemment, j'ai juste vu un mec qui a bégayé. Et ne viens pas me dire qu'il a pas bégayé. Je pense pas qu'il ait bégayé. Ben, moi, je pense qu'il a bégayé par Donc contre. tu lui tombes dessus. Bah, si tu veux. Il y a un mec dont on n'a pas parlé un peu. Attends, je regarde un truc parce que je voulais prendre vos commentaires surtout. Je voulais prendre vos commentaires. Après, on peut rajouter Cam Johnson. On l'a dit. Michael Bridges. Michael Bridges enchaîne un deuxième match assez terne. Alors Bon. il défend. Ouais, et tout, il enchaîne quand même un deuxième match, dur, même si le début est plutôt pas mal, où il continue à chambrer le banc des Bucks. D'ailleurs, je sais pas, apparemment ils sont vraiment en bif. Mais sur chaque panier marqué ouais. de Michael Bridges, il regarde, il fait des signes et mais tout. sur la durée, quand même, Michael Bridges, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il enchaîne où c'est quand même assez terne. Donc, alors que c'est quand même un mec du 5, c'est quand même, ça commence à poser des problèmes pour les Suns. Donc voilà, après, c'est un match qui finalement se joue à pas grand-chose. Il y a eu un vrai mano à mano entre Booker et Middleton. Et ça se joue sur une gestion de fin de match. Et là, pour le coup, c'est les Bucks qui ont été meilleurs. Je prends vos commentaires, on discute de ce dont vous voulez. Après, on ira sur les top flops et évidemment l'homme du match, même si on sait que. Enfin, quoi que d'ailleurs, entre Middleton et Giannis, je vais mettre un petit sondage entre l'un ou l'autre. On a oublié de parler de Thanasis, c'est vrai, si tu veux, comme ça, je peux écrire ma phrase. Non. Et tu peux parler de Thanasis aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as vu aujourd'hui? Moi, j'ai toujours vu un surexcité sur le banc, c'est tout. Voilà, après, qui parle aux arbitres, qui parle aux assistants coach pour dire des choses. Je suis curieux de demander à Axel, une fois qu'il reviendra à Paris, quel est vraiment le rôle de ce garçon. Voilà, Cheerleader, hein. je suis toujours assez surpris quand même du bruit, du vent qu'il fait sur le banc. On voit que c'est curieux. J'ai hâte de savoir si Michael Bridges lui parle déjà. Ça, j'aimerais bien savoir. Mais je demanderai à Axel. Alors, beaucoup de gens nous demandent est-ce qu'on pourrait parler 5 minutes des coachs. Alors, si vous voulez, on en parle tranquille. Est-ce que Monty Williams aurait pu faire mieux dans cette fin de match? Peut-être, puisqu'ils perdent. À un moment donné, tu te souviens, il sort Cam Johnson, il remet Michael Bridges pour finir. Ouais. Après, tu parles de mecs qui mettent plus un tir. Lui mettait des tirs. Bridges, après, ils touchent plus la balle, les autres. Hein. En fait, tu vois, la fin de match, c'est pour ça que je te dis que les Suns, leur fin de match, leur type de fin de match, c'est Chris Paul ou Booker jouent leur truc. Si tu veux, mais dans les décalages qu'il peut éventuellement y avoir, il n'y en a pas eu, certes. Voilà, bah oui. Mais à un moment donné, Cam Johnson fait un très bon premier début de quart-temps. Michael Bridges fait un match un peu transparent. Il le sort, il remet Bridges. Alors, c'est un meilleur défenseur, mais l'autre, c'est pas non plus quand même une tâche en défense. Il peut te mettre des pantons. En tout cas, ce soir-là, plus que Bridges. Ça n'a rien changé dans un truc. Ça n'a rien changé. J'ai trouvé, après, l'autre, il n'est pas sur le terrain, on est dans des si. Après, moi, honnêtement, quand ton meneur passe autant au travers que ça, au niveau du coaching, qu'est-ce que tu peux faire côté Suns? Côté Bucks, je ne sais pas ce que tu en penses. Côté Suns, vite fait, pour moi, Monty Williams, la seule chose qu'il a peut-être ratée, c'est sa gestion des fautes de Devin Booker. C'est que finalement, il finit le match, Booker. Voilà, il finit peut-être le match, mais pour moi, il y a eu des moments où tu dois le remettre, peut-être l'enlever à ce moment-là, tu sais, faire une espèce de, entre guillemets, de handball. Moi, j'aime bien, comme si j'étais coach, si un jour je deviens coach, hein, appelez-moi, si vous avez du travail, eh bien, moi, les gestions des fautes, des fins de match, elle serait dictée évidemment par le momentum et tout ça. On en parlait avec Polo quand les Suns sont à +3, +4 et que Booker n'est pas sur le terrain. On se dit peut-être qu'il faut le remettre à ce moment-là. Mais non, pas besoin pour l'instant. Il faut le mettre le plus longtemps possible. Tu l'aurais pas remis début du quatrième. Alors ça, clairement. Déjà, il le fait rentrer grave vite dans le troisième quart. Je suis un peu étonné, mais j'aime bien ce truc-là. Par contre, fin du troisième quart-temps, je le refais rentrer, je pense, à 9-8, alors qu'il a encore 4 fautes. Hein, à 9-8, pas à 12 comme ça. Tu le fais oublier, il faut oublier un peu aussi. Quand les mecs qui sont là sur le côté, on n'en parle plus, et puis tout d'un coup il revient, il est chaud. En plus, Devin Booker, quand il revient, il remet un panier. Ça faisait très longtemps que les Suns n'en avaient pas marqué. Côté Bud, il y a plein de trucs à dire, mais il est archi décrié. Pourtant, il est à 2-2. Enfin, NBA a une vraie chance d'être champion, mais on a quand même la sensation que on a loué pendant plusieurs saisons la qualité du jeu des Bucks. Mais moi, je suis vachement étonné de la pauvreté de ce match-là encore. Et que ce soit sur les cibles, donc quand on dit les cibles, c'est il y a un mec qui est en foul trouble, on va le cibler. DeAndre Ayton n'est pas assez ciblé, apparemment tout le monde s'en bat les couilles. Bon, ça, on l'a dit tout à l'heure. Mais même dans les formes de jeu et tout, enfin. Non, mais là, il n'y a plus de forme de jeu. À la fin, de toute façon, non, mais une fin de match de NBA, il n'y a plus de forme de jeu. Ça, j'en veux personne. Mais dès la première mi-temps, c'est post-up à 3 points de Jrue Holiday. Et heureusement qu'ils ont ce joueur de classe qui est Middleton et qu'ils ont Giannis Antetokounmpo pour décanter des choses. Mais effectivement, sur le côté défensif, sur le côté offensif, pour faire plus de 3 passes sur une attaque, on reviendra, hein, Bud, parce que j'ai l'impression que quoi qu'il se passe dans le scénario du match, ça ne change en rien son coaching. Il arrive, voilà messieurs, on va faire ça ce soir.
3 fautes dans le premier quart-temps, des mecs en face, faut peut-être aller le cibler pour les mettre dans la merde. Lui, il s'en branle, il a ses œillères, il coach comme ça. C'est un coaching archaïque, un coaching à l'ancienne. Donc écoute, 2-2, c'est très dur de tomber sur un coach c'est très dur de tomber sur un coach qui est potentiellement dans la course pour être champion. Ouais. Plus que jamais, hein. Il n'a jamais été aussi proche d'être champion. Il n'empêche que moi, quand Booker est sur le terrain à 4 et 5 fautes et que tu le cibles pas, tu peux être champion si tu veux. C'est une mauvaise. Quel que soit ton niveau, c'est mal joué. Demain, on coach l'équipe de polo en départ. Il y a un gars qui est bon en plus. Il est ingérable, Polo, en ce moment. Il est ingérable, ça c'est vrai. Donc si Polo s'est pas encore fait exclure du match, eh bien on conseillera à nos gars de l'attaquer. Tu vas annoncer un système pour aller l'attaquer. Enfin bref, après, ça me paraît évident, mais pas tant que ça, puisque Bud il s'est créé aussi un groupe, il s'est créé une manière de jouer. On le dit, je le répète, c'est la patte des Bucks, c'est la dureté, être grand, costaud. Quand je vois quand même le combat que met Tucker, le combat que met Holiday, c'est le combat que met Giannis, évidemment. Brook Lopez, quand il est sur le terrain, je te jure que faut être vaillant pour les affronter. Hein. C'est quand même, ça c'est clair. J'ai toujours cette impression-là de cette équipe-là qui joue pas le meilleur des baskets. Surtout quand ça devient dur, mais par contre, c'est ce rouleau compresseur. Mais comme les Lakers l'année dernière. Voilà. Il y a toujours des grands, toujours des mecs durs, du contre, et ça te fait gagner parfois des titres. Quelques commentaires, parce que apparemment, Bud, il se fait démonter. Il y a Achakib qui nous dit Bud peut remercier Giannis et le combat sur le terrain des autres joueurs. Le ZRM nous dit dégueulasse le jeu des Bucks, j'espère qu'ils ne seront pas champions. C'est horrible. Putain, merde, ok. Luc nous dit Bud, il est light sur ses choix. Bud, il se laisse clairement porter par ses deux stars. Il a même plus de système sur la fin de match, un bordel complet. Bon, on est tous plutôt d'accord en tout cas sur ce que propose Bud. Bon, après, il a construit son équipe aussi comme ça. Il veut peut-être responsabiliser les mecs. Il y a un truc, après il y a un autre truc. DiVincenzo est blessé et ça leur fait c'est compliqué sans lui. Il t'apporte du spacing et tout ça. Bon, je suis pas sûr qu'il change complètement la face, mais il est important dans le système. Je me pose quand même la question, et on se la pose toujours, mais Brook Lopez, il peut pas faire un peu plus? On peut pas lui donner un peu plus de munitions? C'est quand même toujours étonnant, non? En tout cas, là, quand je vois ce soir Lopez, c'est son rôle défensif de protecteur de cercle, où il n'a pas été même très bon ce soir là-dessus. Et par contre, derrière, il est dans les corners, il shoot à 3 points. Voilà. Tu mets dedans, tant mieux. Tu mets pas dedans, tu viens t'asseoir. T'as raison. Je reste et encore une fois, mais ça après, t'as le droit sur des séquences de tiens. Rapproche-toi du cercle, ouvre tes immenses bras, des troncs d'arbres qui te servent de bras, et puis boum, on te met la balle, et puis tu vas provoquer des fautes. En plus, tu as le droit au lancer. Et puis si c'est DeAndre Ayton qui défend sur Giannis, qui défend sur Brook Lopez, un gars qui lui arrive là. Bon, bref, écoute. Très bien. Il y a 2-2, et c'est une super série. Et le match 5 va être fantastique. En tout cas, il y en a qui ne mâchent pas leur mot. Pire finale depuis longtemps. Non, c'est pas moi, c'est clair. Ça, par contre, je suis pas d'accord. On voit des super matchs. On a vu 2 fois Giannis mettre 40. On voit Booker mettre 40. On a vu une fin de match incroyable. Moi, j'ai des finales cool. Et bah tant mieux. C'est pas parce qu'il n'y a pas LeBron et Kevin Durant qu'il faut dire que c'est des finales de merde. Et Steph Curry. Allons sur les tops et les flops. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec nous. Autant pour les tops, je pense qu'on est tous plutôt d'accord. On a mis évidemment Devin Booker, performance phénoménale, mais défaite, un peu comme Giannis au match 2. Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton. On avait mis surtout le contre de Giannis. Alors Giannis est évidemment dedans, mais le contre de Giannis, c'est pour ça qu'on aime bien le comparer avec celui de LeBron, c'est que tu as la sensation que voilà, c'est une bascule. C'est clairement une bascule. C'est clairement une bascule, ce contre-là. Parce que je pense que si Phoenix marque ce panier-là, ils les mettent un peu dans la merde. Et là, du coup, ce contre, c'est fou que moi, je vois le alley-oop, je fais « Oh, c'est bien joué !» Je me dis « Ah, ils vont faire un mini-break. » Bam, non, le contre, en fait. Et du coup, c'est les autres qui ont la balle pour faire un mini-break. Donc non, vraiment, ce contre-là, il fait tourner un petit peu la fin du match. Mais de manière générale, je te dis, Giannis, les grosses œuvres. Les grosses œuvres, c'est bien beau, les mecs qui tripotent, qui prennent les tirs, parce qu'aujourd'hui, Middleton prend un gros volume de tirs, mais parce qu'il y a tonton derrière qui lui dit « Ok, moi, je m'occupe des bases œuvres, et toi, tu me fais un peu la déco. » Bon, ben voilà, c'est sûr que la déco, quand tu l'as fait, t'as pas du plâtre sur les mains. Mais par contre, il te faut des mecs qui ont du plâtre sur les mains, et ce soir, Giannis, il n'en a pas que sur les mains, il en a même sur le visage, tellement il a fait un match de maçon, mais les Bucks avaient besoin de ça. Et je regarde David Booker dans les tops, là, ça fait chier quand même de voir des mecs à 40 qui gagnent pas le match. Alors, il fait le match parfait, presque parfait. Avec le peu de recul qu'on a, il se gère mal sur les fautes. Vraiment, je pense qu'il se... On peut, dites-nous dans les commentaires, et dites-nous même sur YouTube après, si vous la regardez dans la journée, on peut peut-être se dire, est-ce que finalement, Devin Booker, quand il sent qu'il est dans une grande soirée d'adresse, et il l'était, est-ce qu'à un moment donné, tu es obligé... Est-ce que tu peux pas choisir tes
tes duels à un moment donné. Il a pris une ou deux fautes sur des surpressions sur Jrolidé. Est-ce que celles-là, elles sont obligatoires quand tu sais que tu es dans un grand jour d'attaque? Quand tu n'es pas dans un grand jour d'attaque, tu compenses en défense, évidemment. Mais là, il était tellement important, il dominait tellement tous ses vis-à-vis que, vas-y, laisse un tir ou deux à Jrolidé ouvert, surtout qu'il a enlevé toute la peinture des cercles toute la soirée. Jrolidé, ce soir, on aurait pu laisser longtemps tout seul, malheureusement. Est-ce que toi, tu ne penses pas que finalement, si le match se joue là sur la gestion des fautes individuelles de Booker? Et ce qui est terrible à dire, c'est que la gestion d'un joueur, c'est sa gestion personnelle, il n'y a aucun doute. Mais c'est aussi ce que vont te dire ton coach et tes coéquipiers. Donc, tu vois, quand on parlait de Monty Williams, on n'a aucune idée de ce qu'a dit Monty Williams à Devin Booker, et c'est très difficile d'aller voir ta star et dire « défends un peu moins ». Enfin, c'est même pas les mots, mais choisis un peu. C'est très difficile de dire ça à un autre mec. Mais la réalité de ces moments-là, c'est que tu as raison. Bien sûr, quand il est à 4 fautes, là, gros, c'est fini. T'es un attaquant, on va te faire jouer ailier droit, tu cours en attaque, et puis le reste, on va te mettre sur les mecs là, qui ont jamais la balle. Jordan, quand il est dans des grands soirs et tout ça, qu'il faut les défendre sur les autres. Ah ouais. C'est Pippen qui s'y colle. Alors tu fais les minima, évidemment. Tu ne te retrouves pas en James Harden il y a 5 ans. Évidemment que tu fais les minima, mais c'est Pippen qui s'y colle. C'est Pippen qui s'y colle. Et là, ils ont des mecs à envoyer. Et lui, je pense que c'est dur à dire, hein, mais peut-être que quelque part, c'est terrible pour un mec qui met 42 points avec les pressions défensives qu'il a mis. Mais peut-être qu'il était presque tellement bien dans son match qu'il a cru qu'il pouvait tout faire, attaquer et défendre. Et peut-être que le fait qu'il ait presque défendu trop fort, finalement, si on y réfléchit, ça peut peut-être leur coûter le match. Ouais, parce que s'il reste plus sur le terrain, s'il reste 5 minutes plus... Mais c'est bizarre à dire. Regarde, sa gestion des fautes, ça lui enlève quoi? 5, 6, 7 minutes de temps de jeu? Au moins, ouais. Parce que sinon, il est pas loin de jouer les 48. Hein. Donc du coup, on peut peut-être dire que ces minutes-là, où il est sur le banc à cause de ses fautes, c'est peut-être là où les Suns seraient fait la bascule. On refait un petit écart, ce qui leur aurait permis d'arriver à 5 points. En tout cas, c'est une question qu'on a le droit de se poser au vu de l'état d'incandescence offensive dans lequel il était. C'est très dur au basket d'attaquer, mettre 42 et de défendre le plan. Il y a Soso qui dit Booker défend fort, mais ne défend pas très bien. Ça, c'est aussi une vérité, mon ami. Ce soir, je l'ai quand même vu mettre des séquences défensives, il m'a surpris. Mais fort et bien, c'est pas pareil. Mais exactement, et je pense qu'il a mis trop de jus en défense, et il s'est fait sanctionner, et il s'est retrouvé... Et même quand je le vois aller au contre et tout, en fait, c'est vrai que ce soir, sa gestion des fautes, elle n'est pas rentrée dans son mindset. Ouais, absolument. On a vu, évidemment, Middleton, on va pas revenir dessus, il a été fantastique, homme du match, les stats du Money Time, complètement en son sens. Et il y a un moment donné, là, dans le dernier quart, il n'y a plus de... Gros, il a pris tous les tirs, et en plus, mais tu sens, dès qu'il touche la balle, il va tirer. Et moi, j'aime bien ce type de choses, tu vois, quand on parle des joueurs NBA ou des meilleurs joueurs d'Euroleague et tout ça, dans les grands moments, au bout d'un moment, les rosters doivent faire la différence, et elles doivent se mettre dans l'état d'esprit de le faire. Ça ne veut pas dire que tu vas marquer à chaque coup, parce que parfois tu vas rater. Comme par exemple, tu vois, on parlait du airball de Yanis à un moment, vous avez vu ce moment où Yanis se lève à 3 points, envoie un énorme airball. 2 actions après, il retente et il retire. Pas 2 actions après, c'est aller sur le retour. Il y a peut-être une action. Oui, c'est peut-être le retour. T'as peut-être le retour. Airball, rebond offensif, il marque, et sur le retour, il prend un tir en première intention. Ça dénote, alors ça peut être pris négativement, mais ça dénote d'un état d'esprit de superstar. Ça fait kiffer. Ça fait kiffer. Ah, j'ai raté le premier, je vais mettre le deuxième. Alors, vaut mieux le mettre. Sinon, tout le monde te tombe dessus, mais ça fait partie du jeu, t'es jugé comme une superstar. En tout cas, Middleton, 40 pions, ça fait 3 joueurs sur ces finales, 3 joueurs différents qui remettent 40 points ou plus sur des finales. Moi, je te dis, ces finales, elles sont cool. Hein. Ah bah tant mieux. Si tu te régales, tant mieux. Oui. On va sur les flops, et alors, quelqu'un a demandé, j'espère que... Ah bah, regarde, gros flop, les arbitres, je veux vraiment vous entendre là-dessus. Il y a plein de gens qui parlent de ça. S'il n'y a pas les arbitres dans les flops, c'est qu'on est des merdes. Et ben, on a mis l'arbitrage, la famille. Est-ce que c'était vraiment les arbitres du soir, ou tu l'as mis au hasard? Pardon? Au hasard, d'accord, très bien. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pas les arbitres du soir, mais on va commencer par l'arbitrage. On va à fond sur l'arbitre. On revient sur cette 6e faute qui doit être sifflée à Devin Booker. Alors oui, on a tous envie de voir Devin Booker sur la fin du match parce qu'on a envie de voir les meilleurs joueurs sur le banc, mais au bout d'un moment, si on aime ce sport, c'est parce qu'il y a des règles et qu'on les suit et que ces règles, elles sont faites pour que si un mec fait plus de 6 fautes dans un match, eh ben, il faut qu'il aille s'asseoir. Parce que sinon, on passe la vie à sabrer. Ou alors c'est la Summer League. Voilà, ou alors c'est la Summer League. Et là, pour le coup, les arbitres n'ont pas respecté le jeu. Donc, mais ça c'est le point d'orgue de leur match. Cam Johnson, à un moment donné, tombe, se tord la cheville, il demande à l'arbitre, j'ai mal à la cheville sur la remise en jeu, ils n'arrêtent pas le jeu. Donc il y a une attaque qui se fait à 4 contre 5 côté Bucks. Je ne les ai pas trouvés bons, je trouvais qu'ils ont sifflé des fautes qui étaient inexistantes. Ils n'ont pas toujours laissé les joueurs prendre leurs décisions. Voilà, je ne les ai pas trouvés bons, je n'ai pas trouvé qu'ils aient bien contrôlé le match. Donc heureusement qu'au final, ça n'a pas eu tant d'incidence que ça.
Mais t'imagines Booker s'il met le tir de la gagne? Ah ouais, t'as l'air bête, hein. Bah ouais, alors que le mec il fait un plaquage en l'air pour sa 6e. Mais il y a évidemment que tout va sur Booker et tout, mais dans le match, il y a beaucoup de mauvaises décisions en fait. Hein. Je pense à la faute sur Jay Crowder de PJ Tucker. Au bout d'un moment, en NBA, tu les as jamais sifflés. Et là, on siffle ça en finale NBA, ça n'a aucun sens. Je pense à des moments où le dernier qui touche c'est Bobby Portis, hop, c'est quand même balle au Bucks. Enfin, il y a plein de petits moments comme ça. À un moment donné, Crowder monte très droit, bras en l'air, il touche la balle sur Giannis, boum, faute. Il y a beaucoup de mauvaises décisions. Puis Giannis, alors on n'aime pas tomber sur les arbitres. Dès qu'il arrive en contre-attaque, il joue un truc Ah d'accord. Même la dernière action toute fin, il y a Chris Paul et Cam Johnson qui vont faire prise à 2. Ils font pas faute. Ils font pas faute. Ils s'y faute. Oh putain, ça fait beaucoup les gars. Ça fait beaucoup. Non, ça c'est clair. Ils n'ont pas été bons. C'est pas les premières finales où en plus on tombe sur l'arbitrage. Hein. Tout à fait. Le dernier le dernier. Non, il y a évidemment Chris Paul. Si tu veux, on peut redire un mot sur Chris Paul qui, tu disais que c'est qu'il a été criminel dans ce match-là. J'ai enlevé ce tweet parce que le poids des mots est important. Mais je suis très surpris qu'à ce stade de sa carrière-là, avec ses qualités propres. Alors, il l'avait déjà fait, on l'a déjà vu, hein, avec les Clippers face à Houston. On l'avait déjà vu comme ça s'échapper, mais là, à son âge, dans la forme dans laquelle il est, avec le début des finales qu'il fait, j'ai pas noté qu'il devait être malade ou quoi que ce soit. Je comprends pas comment il peut passer autant à côté, comment il peut perdre le ballon qui fait la bascule du match à la fin sur ce split de pick and roll. Je comprends pas. En fait, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions qui lui ressemblent pas dans ce match. Ouais, exactement. Et puis on l'a senti venir, on l'a senti monter petit à petit. On s'est dit, il va s'y mettre. Ah, bon, c'est bon, c'est rien, c'est juste un quart-temps. Bah, c'est juste une mi-temps. Il a jamais été dedans. Il a été transparent. Il s'est même caché par moments. Mec, t'as 36 ans. T'es dans la forme de ta vie. Tu fais des playoffs fantastiques. Comment c'est possible? Il est passé vraiment à côté. Comment c'est possible? Moi, j'ai vu Tony Parker pendant plein de fois en finale. J'ai jamais vu Tony Parker faire ça. Moi, je te dis, c'est pas les 10 points qui m'embêtent, c'est pas les 5 turnovers qui m'embêtent. C'est son visage, c'est ses jambes, c'est son dribble. Ou combien de fois il se dribble sur le pied, ou il se dribble sur le genou, accrochant comme ça. Ça, c'est des signes. C'est des signes de mecs qui se, comme dirait Riolo, qui font caca culotte. Bah, il a sûrement fait caca culotte. Ça arrive. Et je pensais pas que Chris Paul pouvait encore faire des trucs comme ça. Et en fait, là où je te rejoins complètement, c'est que les Suns auraient dû gagner. Ils ont fait le bon match pour gagner, pour peut-être même ne pas avoir à jouer de money time. Mais pour ne pas jouer de money time, il faut que Chris Paul soit grand. Chris Paul, au moins que Chris Paul soit bon, que Chris Paul soit dans ses standards. Tu vois, je descends. Là, Chris Paul, il a été... Cameron Payne, à côté, c'était le meilleur meneur de l'histoire. Hein. Il a été dramatique. Et tu dis que ton problème, c'est pas les 5 paires de balles. Bah si, quand même, parce que... Non, mais... Parce qu'il y a une stat folle qui est sortie, c'est qu'il y a ces stats de balles perdues par tour qui sont sorties. Donc, le pire, c'était 8 en finale de conf. Donc, c'est au tout début du match, il était déjà à 15 sur la série. Donc là, j'imagine qu'il doit être à, je sais pas, 16, 17, 18 peut-être. Bah, tu vois, 15 ballons perdus sur ces 3 premiers matchs. Donc là, c'était avant. Donc on peut en rajouter 5. Chris Paul, est-ce que c'est le niveau de la finale NBA qui fait un peu dérailler, mais en tout cas... Sur les 3 premiers matchs, j'ai pas cette impression-là. Ouais, mais là, il passe vraiment à côté. Mark Lasson, d'ailleurs, dit à un moment donné, vous avez déjà vu Chris Paul faire autant de la merde avec le ballon? Il le dit pas comme ça, il dit... careless with the ball, tu vois, mais en mode... vous avez vu Chris Paul faire autant n'importe quoi avec la balle? Absolument. Ce soir, on a vu des trucs, des dribbles comme ça, il savait pas où il allait, il a pris des drives. Il a joué faux. Moi, c'est ça qui le pire truc. C'est comme si tu achètes un Tixon pour aller voir Céline Dion, il y a le déboule, et c'est... tu vois, c'est... My heart will go on. Tu vois, mes frères, qu'est-ce que tu mauvais playback. Ouais, un mauvais playback qu'attache. C'est remboursé. Ce soir, Chris Paul, je suis désolé, remboursé. Je suis très curieux de voir déjà samedi comment il va revenir, mais alors ça peut être une erreur de parcours. Devin Booker a été mauvais au match 3, il est revenu au match 4 très fort, mais il a perdu sur... là, Chris Paul est mauvais sur des choses où il doit pas l'être. Il doit pas l'être. Tu peux rater des dribbles et des fins de match. Des dribbles et des fins de match toute ta vie. Pick and roll. Toute ta carrière. Il a raté des passes au pick and roll, j'ai jamais vu ça. Des trucs un peu molles. Et puis sur les 5 paires de balles, il y en a au moins 4, c'est des dunks derrière. Hein. Ouais, absolument. Il y a un nom, donc du coup, le 3e nom, c'était Drew Holiday, et j'ai vu dans les commentaires, il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec... C'est un peu sévère, mais... Alors, déjà, mettez-moi flop ou pas flop pour Drew Holiday tout de suite, comme ça on va regarder ensemble. Moi, je continue à croire que il fait un match flop énorme, parce que oui, c'est un incroyable défenseur. Oui, il se donne énormément en défense. Mais il n'a pas le rôle de PJ Tucker, quoi.
Mais il n'a pas le rôle de Voilà. playmaker. Il est 3e meilleur Option. joueur de l'équipe. Il est 3e option. 4 sur 20 au tir avec des grands tirs ouverts. Moi, j'adore Drew Holiday. On l'adore tous ici. C'est un joueur fantastique. Je suis tellement content qu'il soit là. Là, il passe tellement à côté. De toute façon, tu vois dans leurs attitudes, les mecs. Il se donnera toujours en défense. Il est tout terrain. Il est incroyable et tout. Gros, il est pas en train de se dire oh, bah, j'ai raté. C'est pas grave, je suis bon en défense. Gros, il passe complètement à côté. Mais à côté, il rate des tirs à lui, rate des layups. Il est dramatique dans ce match-là pour moi. Donc, pour moi, c'est un énorme flop. Si vous en voyez d'autres qu'on aurait pu mettre à la place, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir vos avis. Alors, certains vont dire Après- il est dans le registre de Tucker. Bah non. Mais non. Non, il est pas Ah dans le non, registre. c'est quand même un mec à qui on a filé une extension de contrat. Mais mérité, En début de saison, mérité. mérité. C'est un mec qui tourne à 18-20 points par match. Vrai gars. C'est ta 3e option. Ah ouais. Yanis fait le chantier à l'intérieur. À 4 sur 20, frérot, tu mérites un flop. Après, j'entends, il est héroïque Ouais, bien sûr, défensivement. bien sûr. Il met du cœur. Il ne laisse rien transparaître. Même quand il est pas bon, son visage n'est jamais marqué. Et ça, c'est aussi rassurant pour ses coéquipiers. Il s'échappe pas, il prend les tirs, même s'il les met pas. Mais à 4 sur 20, 0 sur 5 à 3 points, frérot, t'es une 3e option, ça mérite un flop. Et de manière générale, offensivement, il passe complètement au travers de ses finales. Absolument. Donc voilà, mais on en discute là. Je regarde vos tirs, moins de 25% sur 20 tirs. Ouais, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Des petits lay-up. Ouais, il rate des trucs. Rater un lay-up au bout d'un moment, tu peux être très bon en défense, tu peux pas rater un lay-up à ce niveau-là en tout cas. Pas flop, mais pas bon. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez d'autres noms à nous soumettre, y a pas de souci. L'homme du match, c'est Middleton pour toi ou c'est Yanis? Non. Du coup, j'ai fait un petit sondage. C'est Middleton, moi, faut mettre les paniers de la gagne, ça reste J'ai comme son nom l'impression. l'indique. Comme son nom l'indique, c'est ce qui te fait gagner. Donc voilà, c'est Middleton quand même, à qui son équipe a permis de prendre un gros volume de tirs, mais c'était aujourd'hui plus que jamais à lui de les prendre. Et c'était un vrai travail collectif, mais c'était lui le dernier maillon de la chaîne. Et c'est jamais simple de mettre les paniers de la gagne, c'est même le plus dur. C'est même le plus dur, absolument. Après, arriver en NBA. Parce que ça, c'est vraiment le plus dur pour tous les gens qui jouent au basket, vu qu'ils ne sont que 400 dans le monde. Bref, on a fait le tour de ce match 4. Petite question par rapport au match 5, qui sera donc samedi. Alors, je ne serai pas là, mais je regarderai quand même. On verra si on peut faire un bien. truc en visio, un polo. En visio Mais, samedi pendant que t'es à Marrakech, je fais pas de visio avec toi. ça. Voilà, merci. Ça va être Merci, ça super. va aller à 6h30 en plus. Ma théorie, c'est que j'ai peur que les Bucks en prennent 4 de suite. Moi, je pense que ça va aller... C'était improbable Moi, il y a une semaine. Hein. Moi, je pense que ça va aller en 7. Ok. Je pense que ça va aller en 7. Alors, qui prend l'avantage sur le match 5? Dites-nous. Moi, je vois les Suns gagner chez eux, les Bucks regagner chez eux, et je vois un match 7 incroyable à Phoenix. Ce serait fou. Hein. Ça finira sur une belle année quand même. Hein. Phoenix, Le 22 juillet, avec un match 7. avec C'est la, fini, avec la NBA. draft 2 jours après. La draft est jour après. Si, il y a des briefs samedi. Hein. Aaron sera là, vous inquiétez pas. Dites-nous alors, du coup, mais alors là, le momentum clairement redevenu côté Bucks, c'est normal. Mais l'avantage de jouer à domicile, bah voilà, forcément, bah, Retour à te Phoenix. permet de prendre des matchs, sur la preuve. Chris Paul ne peut pas passer deux Ouais, ça, fois c'est au clair. travers comme Ça, ça. c'est clair. J'ai quand même l'impression que Devin Booker a pris la mesure de C'est son meilleur match depuis que c'est fracassé le Ouais. nez. Hein. a quand même Depuis, pris la mesure de un ça. mois, Il là. avait fait 2 matchs, 2 bons matchs. Un match au travers, là, ce soir, j'ai quand même senti un mec qui... il mettra pas 40 tous les soirs, mais j'ai senti un mec qui est rentré aussi dans la tête des défenseurs en disant « Les gars, je suis plus fort que vous, je vais vous matraquer ». Et ça, je pense que psychologiquement, il a pris un avantage. Maintenant, le quid de Chris Paul. Quid de Chris Paul, mais je vois pas comment ce gars-là peut je le vois pas enchaîner un deuxième match aussi minable. Il y a un truc qui est quand même très étonnant dans cette série, c'est que lorsque les Bucks jouent à l'extérieur, les lieutenants, donc je pense forcément à Middleton et Drew, sont kata. Quand c'est à Milwaukee, eh ben c'est plutôt du côté des Suns qu'on voit qu'il y a des vraies défaillances individuelles. Alors, on va voir si ça se vérifie dans ce match 5, mais pour l'instant, tu as du mal à avoir des performances régulières, et surtout dans les standards des mecs. Chris Paul, là, c'était une catastrophe. Bref, je lis tous vos trucs, là, c'est très serré. En fait, c'est impossible à dire. En même temps, il y a 2-2. Donc ça tombe bien. On verra bien ce qui se passe lors de ce match 5. Les matchs impairs sont toujours les plus intéressants, même si Polo pense que les matchs 4 sont toujours les plus intéressants. C'était très passionnant, cette discussion tout à l'heure, Polo. On se retrouve donc samedi soir. Pardon ? Voilà, il m'a dit oui. On est mercredi soir, on se retrouve donc samedi soir. Le match d'après sera mardi et jeudi. Donc voilà, vous avez votre programme. Samedi, comme d'habitude, le match est à 3h du mat. On est en débrief comme actuellement à partir de la fin du match, hein, tout simplement. On espère avoir un gros match.
On veut encore un mec à 40 points. Moi, 2-2. Cameron Payne à 40, ça te plaît, ça? J'irai pas mettre mon oseille dessus, mais Moi pourquoi non pas. Non, match là, pour le coup, match 5, c'est souvent La moitié, hein. on sait que c'est souvent une bascule. Si les Suns le perdent, tu retournes à Milwaukee, là, tu sais que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on dira si les Suns perdent 4 matchs d'affilée? Oh là là, bref, on aura le temps d'en reparler. Hein. Moi, je suis très curieux de lire la presse américaine demain, de la regarder et de l'écouter. Et ça m'arrive. Parce que je pense qu'il y en a qui vont détruire Chris Paul. Et qui attendaient que ça. Qui attendaient certainement que ça. C'est facile aussi souvent de lui tomber dessus. Mais aujourd'hui, il mérite qu'on lui tombe dessus. Par contre, attention aux réactions de ces mecs-là. Absolument. Moi, je suis déjà impatient d'être un samedi soir. Je crois que Chris Paul va mal dormir et des mecs comme ça vont être revanchards. Très bien. Eh bien, on souhaite un bon retour du côté de l'Arizona à Chris Paul. On vous rappelle surtout que le dernier MOOC est sorti. Il est consacré à Chicago avec des mecs qui bégayent pas trop dans les fins de match et des mecs qui vivent pas trop de fin de match de finale NBA parce qu'ils sont tout le temps pétés. Sorry, Derrick Rose. On vous souhaite une très bonne fin de nuit, une bonne journée pour ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre un maximum de commentaires sur YouTube. On les lit comme toujours. Et puis, on se retrouve samedi soir pour poursuivre cette belle aventure, cette merveilleuse finale NBA qui nous passionne. On vous souhaite à tous une bonne nuit, parce qu'il est 6h37. Merci à Jérém, merci à Polo, et merci à Tom en régie qui régale comme d'hab. Ciao la famille. But I'll vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sex, she unzip that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me, cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, #1 play on your playlist. Don't trip if these other girls play it. And I don't like to fight, you're the type that I'd like to wife. Guy feeling like life is nice. At the movies eating Mike and Ike's. And if the price is right, then I guess I'm about it. Yeah. I don't know.